On y va. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait Salon. On fait Salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait Salon, c'est l'émission Feel Good à regarder et encore plus à l'heure de l'apéro. Aujourd'hui, On fait Salon est en direct donc de 19 à 20h sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas sur le chat surtout à poser vos questions, à participer avec nous. On a deux invités aujourd'hui pour parler musique. On fait Salon, c'est maintenant. Alors, on va voir un petit peu justement quels sont nos invités aujourd'hui. Alors, bonjour, déjà c'est Matt, pas vraiment invité, chroniqueur régulier. Comment vas-tu, Matt? Ouais, ça va. Ça va. Donc là, tu interviens à plus d'un titre dans l'émission puisque on va parler évidemment de jeux vidéo avec toi comme d'habitude. Mais comme on fait une émission spéciale musique, on va faire le tour un peu puisque tu es aussi compositeur de musique, tu as ton groupe à toi. Ouais, tout à fait. Et donc, on va voir avec toi un petit peu ce qui s'est passé avec le confinement, le déconfinement, l'industrie musicale qui a souffert, qui a évolué et qui se renouvelle et qui prend beaucoup d'initiatives justement pour se renouveler. On a Steph toujours présent au poste. Comment vas-tu? Mais oui, toujours là, toujours fidèle au poste. Et ben, ça va très très bien. Et toi? Bah écoute bien, malgré les aléas, la chaleur et le démarrage un peu compliqué, mais on y arrive, voilà. Ça t'apprendra à bosser sur Mac. Oui, et puis surtout à faire tomber mon verre d'anis sur le Mac. Et on accueille nos deux invités d'aujourd'hui qui vont parler musique avec nous justement. On va commencer par Pierre. Comment vas-tu, Pierre? Comme quelqu'un qui a le Covid et qui vient de finir un concert de Jean-Michel Jarre. Voilà. Quel est le plus difficile, le Covid ou Jean-Michel Jarre? Non, le Covid quand même. Quand même le Covid. Donc 3 semaines de boulot pour un événement virtuel qui a réuni 600 000 personnes sur Foursquare. Non, c'est Sur pas Square. dur en fait. C'est une performance, une première absolument mondiale en fait. C'était un challenge absolument terrible. L'enfer, puis après le paradis et une grosse satisfaction après avoir. Donc un vrai concert virtuel en temps réel qui a réuni plus de 600 000 personnes pendant 1 heure. Voilà, exactement. Faut aussi ajouter en fait le nombre de près de 3000 personnes dans un casque VR en fait en même temps, ce qui est aussi un exploit en soi, presque un record si d'après mes souvenirs. Et un projet miraculeux, voilà, quelque chose de fabuleux, une aventure formidable. Bon, on va faire le détouille, on va regarder un peu ça avec toi. Et on a aussi Pascal qui va nous parler des Discardais, autre initiative de plus en plus remarquée au niveau de la musique. Salut Pascal, Bonsoir à tous. comment vas-tu? Bah forcément bien parce que je suis avec vous. Bah, c'est très aimable de ta part. Et ben voilà, donc on va parler justement un petit peu des Discardais. Alors explique-nous un petit peu, on va commencer justement avec toi, puisque tu es là, ça tombe bien. Discardais. Alors les Discardais, c'est quoi? Ben, le discardet, avant tout, c'est une opération qui existe, qui a été quelque chose qui a été inventé aux États-Unis en fait il y a une quinzaine d'années Ouais. sous le nom de Record Store Day. Voilà, et qu'est-ce que ça voulait dire au début? C'était tout simplement créer quelque chose pour faire revivre les magasins de disques indépendants qui étaient quand même au cœur de la crise, qui étaient effectivement très houspillés, et je reste poli, par les chaînes de la grande distribution, etc. Et puis donc en France, le Discardé est devenu le relais en fait officiel de cet événement de Record Store Day une fois par an. Et figurez-vous que cette année, le 18 avril 2020, la fleur au fusil, on s'apprêtait à fêter notre 10e anniversaire, on avait organisé des tas de choses, voilà, une belle sélection et tout. Et puis évidemment, ce qui est arrivé, Arriva. tout a été annulé. Et après, on s'est creusé un peu la tête en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour malgré tout maintenir cet événement, pour continuer à aider les disquaires indépendants. Et on a décidé en fait de scinder l'événement en plusieurs parties. Alors on a fait 4 mini discardés, hein, pour parler comme ça. Le premier, c'était le 20 juin. Il va y en avoir d'autres fin août, fin septembre et fin octobre. Et le but du jeu, c'est de, comme ça, avoir
de plus en plus d'occasions en cette année éminemment complexe malgré tout, pour justement donner un coup de projecteur, aider toute cette famille de disquaires indépendants qui sont quand même, qui ont été particulièrement malmenés parce qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves d'il y a quelques mois, il y a eu ensuite le Covid, donc ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup pour les petits commerces indépendants. Exactement, c'est ça. Et puis des commerces en plus qui n'ont pas les mêmes comment dire, qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que les grandes chaînes de distribution. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé ça, et on est très content du premier événement du 20 juin qui s'est honnêtement bien passé avec 160 magasins qui ont joué le jeu, les clients étaient là, bien sûr, avec les conditions sanitaires, etc., etc. Mais ça s'est globalement bien passé et on sait que ça a été une belle journée de chiffre d'affaires pour eux. Alors, tout de suite, on se regarde. Je précise parce que vous n'avez pas toutes les infos. Rapidement, 30 secondes de vidéo autour des disquaires, du monde des disquaires. Et puis, on revient pour parler un peu tous ensemble, même si le mot est horrible, de l'industrie musicale, de comment elle a souffert avec le confinement, comment elle se redresse, et spécifiquement autour des disquaires. Mais tout de suite, 30 secondes de plongée et de visite d'un disquaire. Voilà. Donc, c'est une vidéo que tu nous as fournie qui présente et qui mettait un peu en scène l'événement des Disquaires Day. Alors, qu'on comprenne, les disquaires ont fait partie évidemment de tous les commerces qui, pendant le confinement, ont dû fermer. Pourtant, là, je te parle autant à toi, Pascal, qu'à Pierre. L'industrie musicale, comme toutes les activités culturelles, ont explosé pendant le confinement. C'est-à-dire que peut-être économiquement, c'était très dur, mais jamais pour le public, il y a eu une offre culturelle aussi vaste, gratuite. Tous les jours, il y avait des concerts virtuels ou des concerts sur Zoom. Il est là le problème, c'est Alors, gratuit en fait. Alors, est-ce que ça a donné des mauvaises habitudes? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a permis aux gens de tenir? Ça a juste profité à Facebook et YouTube? Ça a profité à qui? Est-ce que ça a fait du bien, tous ces concerts, tous ces événements? Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour ceux qui font la musique? Écoute, moi, il y a un disquaire à Rennes, je peux le citer, il s'appelle Les Enfants de Bohème, un disquaire très, comment dire, très chouette, très aventureux, et qui est plutôt dans les cibles musique du monde, jazz, musique classique, rock d'avant-garde, etc. Et qui me disait la musique est le lieu le moins confiné du monde. Et ça, je trouve que c'est une très belle expression. Je pense qu'on pourrait tous reprendre ça, évidemment, à notre compte. Après, je pense que oui, effectivement, il y a eu une offre presque orgiaque, on peut dire, de musique gratuite et tout ça. Mais en même temps, je vois tous ces magasins, ils ont fait preuve d'une grande inventivité. Tu vois, il y a eu des livraisons de disques à vélo dans certaines villes. Il y a des magasins qui ont pratiqué ce qu'on appelle le click and collect, des gens, comme ça se faisait en librairie d'ailleurs. Hein, Oui, je te commande tel disque, je peux passer à quelle heure? Écoute, viens demain, j'ai un créneau entre 15h et 16h, etc. Et mine de rien, ça a beaucoup contribué à faire en sorte que ces commerces ne meurent pas. Alors, ça n'a pas remplacé le chiffre d'affaires traditionnel, évidemment, mais l'inventivité était là quand même. Oui, il y a eu un esprit, comme tu dis, inventif, de système D, mais sympathique en même temps. Oui. Et puis ça a rapproché les disquaires de leur public et de développer l'humain finalement, au-delà de l'objet, quoi. On s'y retrouvait. Oui, et la grande espérance que moi j'ai, enfin je ne suis pas le seul à voir, qu'on est très nombreux à voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement ça rapproche, comme tu viens de dire, le commerce culturel de proximité de ses consommateurs, hein, des mélomanes, voilà, et que ce soit quelque chose qui ne s'arrête pas dans cette période, mais qui se perpétue. Et j'étais très content, je dois dire, quand je suis passé tout récemment au pont du Gard, voilà, et il y avait des grandes affiches anti-Amazon. Je ne sais pas si vous savez, dans le Gard, il y a Amazon qui est pressenti pour ouvrir je ne sais pas comment on appelle ça, un stock, etc., de livraison. Et je pense qu'il y a des tas de mouvements aujourd'hui qui se passent comme ça, qui vont être
ce commerce, ce e-commerce de masse, et qui vont être aussi anti le grande chaîne de distribution et qui vont se reporter sur ces commerces indépendants, commerce de proximité, commerce de quartier aussi. Voilà, ça, Alors, c'est, justement, moi, dans ma rue, j'ai la chance d'avoir la Cuvasson, qui est un des disquaires qui est très à bien. Paris, qui est connu. Et il fait en même temps des apéros vins, il fait des activités tout autour de la dégustation ou de la découverte au sens large du terme. On n'est pas qu'en train Bien de sûr. découvrir des vinyles, on découvre des vinyles parfois Bien avec sûr. un bon verre de vin, etc. Il a souffert, il a dû faire une cagnotte litchi à la sortie du confinement pour survivre et pas fermer les portes. Oui, oui, il n'a pas été le seul à faire ça. Oui, c'est ça. Et généralement, les quelques-uns qui ont fait ça, il y a quelques exemples, notamment à Paris, et effectivement, ça a fonctionné. Et ça prouve qu'il y a toute une clientèle qui est prête à jouer le jeu autour de ces magasins. Et il faut quand même dire quelque chose, hein. Tu parlais de l'industrie. Alors effectivement, c'est un mot Un un mot peu qui est un violent, peu bah, ça déplaisant. fait mastoc, on imagine une Oui, grosse bien sûr, chaîne, mais achat, vente, oui, produit, bien sûr. rentabilité, c'est bon. Mais tu vois, il faut rappeler quelque chose quand même, c'est que ces disquaires indépendants, que ce soit la Cuvasson ou d'autres, ce sont des magasins qui prennent des risques. Ils achètent auprès des distributeurs, des majors, des indés, ils prennent des risques, hein, évidemment. Ils payent leurs disques, ils payent leur stock. Ils À achètent 30 le jours, stock à 60 jours, l'avance, oui, etc. c'est ça, oui, oui, C'est cela. totalement. Alors que tout ce qui se passe aujourd'hui en grande distribution, et ça, le grand public très souvent ne le sait pas, c'est du dépôt-vente, hein. Un magasin comme Fnac Darty, hein, on peut dire son nom aujourd'hui, parce que voilà, Oui, Fnac puis se marie ici, avec tu Darty. peux prendre Voilà. l'apéro et dire tous les noms que tu veux, il n'y a pas de problème. Oui, non, non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ces magasins-là n'ont absolument aucun, cette chaîne-là, ne font aucune prise de risque. Ils n'achètent même pas. Ils disent, voilà, on prend des stocks dans nos magasins et puis les distributeurs vont recevoir effectivement des factures tous les mois ou toutes les semaines. Et voilà, mais c'est pas du tout c'est pas la même philosophie. Ça n'a pas grand-chose à voir, en fait, hein. Oui, de toute façon, Amazon, ils attendent des commandes. C'est pas compliqué, quoi. Ils commandent même pas pour les petits indés. C'est la croix Oui, et la bannière. Enfin, on est tous confrontés, hein. oui, mais D'ailleurs, tout à beaucoup de fait. gens se retirent d'Amazon, hein. Même des grands dans le manga, etc. Il y a des gens qui veulent plus bosser avec Amazon. Bien sûr. C'est des Bien conditions sûr. vraiment horribles. Mais maintenant, que faire? Parce que le problème, c'est que c'est super tout ça, mais est-ce que la nouvelle génération Bah, il y a eu un peut retour jouer le du jeu? Qu'est-ce qui vinyle. va se passer dans 10 ans, quoi? Les vinyles étaient Ça, l'horreur. totalement morts il y a 10 ans ou 15 ans, ils sont revenus. Les disquaires de quartier sont là. Ah oui, oui. Il y a un revival qui est là. Il n'y a pas que des. Moi, j'ai des copains de 30-40 ans. Alors, en effet, c'est pas la nouvelle génération, c'est la génération installée, mais qui était Oui, très oui. contente. À l'anniversaire, on se fait offrir des vinyles. Après, la nouvelle génération, est-ce que justement tous les groupes connus aujourd'hui, du R&B, du rap ou je sais pas quoi, se mettent à faire des vinyles eux aussi? Oui, oui, il y a Ouais. ça aussi, hein. Je pense Pascal peut Ben, confirmer. c'est un peu un passage obligé aujourd'hui parce que ne serait-ce que par son format, en fait, le vinyle va être beaucoup plus visible dans un magasin, dans un lieu de vente, qu'un CD et à plus forte raison d'un fichier MP3 qui est complètement invisible, hein. Oui, c'est ça, Donc, cette dématérialisation. donc, Oui, c'est ça. Le voilà, plaisir donc- de l'objet qu'on a dans la main, oui. C'est ça, mais c'est exactement ça. Et je pense même, je risquerais même une esquisse de, je ne sais pas, de théorie, où je pense que là, il s'agit plus d'une écoute passive, hein. Quand on écoute des flux numériques, en fait, c'est très passif, hein, même si on peut choisir, bien sûr, ce qu'on veut écouter, hein, ça c'est évident. Mais le fait d'acheter des vinyles ou des CD, d'ailleurs, des objets physiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus actif. Et l'écoute, quand on écoute un vinyle, on écoute une face. Quand la face est finie, bon, il faut se lever. Est-ce qu'on la remet? Est-ce qu'on met un autre disque? Est-ce qu'on met la face 2? Etc., etc. Donc, on est Il y a une beaucoup plus implication. Bon, actif. c'est Tout ça. à fait. On est beaucoup plus stimulé dans son écoute, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, On fait un peu de gym en même temps. c'est ça. Donc les disquaires ont souffert, mais ils sont toujours là et ils continuent on va dire, d'innover et de tenter des choses pour continuer à fournir un service Oui, et partager une passion. Et la Cuvasson que tu évoquais est un bon exemple parce qu'il fait partie de ces magasins aujourd'hui qui ont une double activité en fait, parce qu'évidemment c'est plus simple et même économiquement d'avoir deux activités, voire trois qu'une seule, hein. Oui, oui. Et comme ça, donc c'est un peu plus simple aussi. Puis en plus, ça crée des concepts assez originaux, assez nouveaux, assez innovants.
Et puis, il y a toute une vague aujourd'hui de magasins, disquaires café, etc., qui vont... Et ça, je pense que c'est un grand avenir, cette formule-là. Donc des espaces culturels participatifs, c'est des grands mots, mais c'est Oui, ça, mais des lieux de vie. j'aime pas trop le mot espace culturel parce que ça correspond Ça fait à la... ce que fait une très grande chaîne dont j'ai oublié le nom. Oui, 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 non, mais ça n'a Oui, pas, on voit très bien. ça Ouais. n'a pas grand-chose à Michel voir. Edouard, salut. Voilà. Je te trouve un soupçon facétieux ce soir, quand même. François Stebel est sur le chat, c'est une des disquaires qui existe parmi d'autres. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à profiter un petit peu de nos invités pour faire le tour de cette industrie musicale. Donc toi, tu es confiant, Pascal, sur l'adaptabilité au moins au niveau des disquaires, de l'industrie musicale, au moins au niveau des disquaires, ils sont là, ils vont toujours être là, même si les aides, on parlait par exemple, je crois, les libraires avaient eu 40 millions d'aides, alors que l'industrie des disquaires avait eu 1 million dans l'ensemble, mais pas que les disquaires, justement. Malgré toutes ces différences d'aides ou des choses comme ça, tu es confiant dans cette industrie, dans cette capacité à toujours être là, à tenir le coup, malgré, on parle de 4,7 milliards de pertes pour l'année en cours, pour la musique. Oui, moi je reste confiant parce que dans une logique économique pure, les disquaires indépendants ne devraient plus être là aujourd'hui, hein. Et ils sont là, ils sont toujours là. Mais après, ils ne se payent pas tout de suite. Par exemple, la Cuvasson, il s'est payé au bout de 6 ou 9 mois. Ah, mais tout à fait, mais bien sûr, mais il y en a beaucoup comme ça qui se payent des très petits salaires, voire qui ne se payent pas pendant un certain temps, effectivement, parce que ce sont des passionnés aussi, évidemment. Donc c'est là toute la différence aussi. Mais je vais te faire un aveu, et c'est que même pendant cette période de confinement, on a reçu, nous, des demandes d'aide de disquaires qui sont en train de se créer. Donc des disquaires qui vont ouvrir ou en septembre ou en octobre ou qui ouvrent maintenant. Donc ça c'est quand même un signe, ça qui est quand même éminemment positif. L'âge moyen du client d'un disquaire aujourd'hui, pour rebondir sur les propos de Matt. Alors ça c'est vraiment vraiment en train de changer parce que il est vrai que la moyenne d'âge des disquaires eux-mêmes était plutôt il y a quelque temps autour de 60 ans, quasiment exclusivement masculine. Aujourd'hui, les disquaires, on trouve de plus en plus, il n'y en a pas beaucoup encore, hein, mais on trouve de plus en plus de disquaires femmes. Ben si, il y a Wadrus. Exactement, Wadrus, c'est des filles. voilà, absolument, elles en font partie, tu as tout à fait raison. Et on peut les saluer, bien sûr, ici. Et au-delà de ça, la clientèle, elle aussi, a tendance à rajeunir. Voilà, moi j'avais un disquaire tout à l'heure à Lyon qui me parlait, qui me racontait que trois jeunes filles étaient rentrées chez lui, avaient regardé ses disques, avaient acheté, lui avaient demandé tiens, comment il faut faire pour être disquaire, etc. Donc je pense qu'il y a un mouvement quand même qui va continuer, qui va forcément perdurer. D'accord, donc par confiant. rapport à oui, des nouvelles vocations. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. C'est pas du tout ça, hein, parce que je pense que les mois qui vont venir, essentiellement septembre, octobre, novembre, ça va pas être facile du tout, parce que c'est là qu'il va falloir... Bah, c'est là où il y a les premières retombées de TVA et les crédits à rembourser, et c'est là que ça va se C'est ça qui passer. tombe à même. Tu as une idée Voilà. du nombre de disquaires en France, voilà, des gens dont c'est le métier si on unique de compte, vendre des disques? oui, si on compte les disquaires qui font du neuf, ceux qui font de l'occasion, on va arriver Ouais. à quelque chose comme 300 à peu près. Voilà. Oui, c'est pas énorme quand même. Voilà. Ça explique aussi peut-être d'ailleurs la différence qu'évoquait Sébastien tout à l'heure au niveau des aides qui ont été distribuées. Et c'est peut-être aussi lié au nombre de bénéficiaires, non? Bien sûr, et puis il faut dire aussi, les libraires, ils sont 3500 en France, libraires indépendants, hein. Voilà. Mais il faut dire aussi Ah que oui. le secteur de l'édition livre a toujours été bien plus malin historiquement, hein, que le secteur de l'industrie de la musique, hein. C'est pas un hasard si dans le livre, ils ont une TVA à 10%, s'ils ont le prix unique du livre, dans le disque, on n'a pas ça. Et pourquoi Ça fait partie des choses que vous, La que vous TV demandez. La TVA est à Oui, On 20%. demandait depuis des dizaines d'années. Ouais. Oui, on demande, mais là, ça semble extrêmement compliqué. L'histoire de la TVA, c'est un sujet maintenant qui est devenu un sujet communautaire. Donc, ça se passe à Bruxelles. Et il suffit qu'un pays sur les 26 ou 27 dise non pour que ce soit non. Oui. Donc, Oui. c'est très compliqué. Alors Françoise Stebel sur le chat nous dit, moi j'avais ouvert ma boutique en 2008-2010, c'était trop tôt. Voilà, donc Ouais, peut-être, hein, peut-être. Pierre, toi t'es plus, on va dire, un prototype de VR, d'expérimentateur en VR, de créateur de shows et de spectacles en réalité virtuelle.
Expérience. Comment tu disais tout à l'heure, un réalisateur d'expérience en réalité virtuelle, c'est ça? Immersive, ouais. Merci. Immersive, voilà. Et donc, Ouais. tu t'es retrouvé dans la musique à l'occasion où tu étais déjà intéressé par la musique avant le concert de Jean-Michel Jarre. Oui, en fait, alors, je vais aussi rebondir sur un point là, que tu as évoqué Ouais, avant d'interviewer Pascal. En fait, c'est sur le mot concert virtuel en fait, sur les réseaux sociaux. ouais. Alors, c'est un mot qui est en fait surutilisé ou qui en fait, après, veut absolument rien dire. Et il faut juste Ouais, dire c'est aussi que concert en ligne, ouais. Oui, oui. voilà, en ligne, exactement. Voilà. C'est pas parce que Ouais. c'est sur Internet en fait que c'est virtuel. Voilà. Oui, totalement. Euh, Et ton regard sur l'industrie de la musique, ce qu'elle a souffert, ce trou dont on parle de 4,7 milliards, et ce que tu proposes, comment tu vois ces évolutions, tout ça, justement, toi? En fait, pour répondre, répondre un peu en diagonale, en fait, c'est que nous, ce qu'on a essayé de faire, en fait, que Jean-Michel Jarre a essayé de faire, en fait, c'est proposer, de donner une sorte de piste, on va dire, une sorte de question ouverte, en fait, une alternative au concert physique qui est compliqué avec les mesures sanitaires et justement le live en ligne, en fait, gratuit et dans son salon mal éclairé, quoi. Et en fait, donc, pour être un peu schématique, donc on essaie de créer en fait une troisième voie, quelque chose avec des outils en fait, c'est-à-dire des plateformes 3D de réseaux social VR en fait. Donc il y en a plusieurs, mais peut-être le grand public ne le connaît pas, mais il y a VRChat. Facebook va en sortir prochainement sa plateforme qui s'appelle Horizon, c'est Ouais. Microsoft qui a Allspace. Et donc, c'est une plateforme en fait qui est à la fois pour les utilisateurs VR et non VR, parce qu'on peut en fait utiliser son clavier, sa souris et se balader dans ce monde 3D, accéder en fait voilà, à cet univers, rencontrer d'autres utilisateurs. Donc, en fait, on voulait utiliser cette base pour créer une expérience musicale, en fait, une proposition différente et un peu relever les défis de tout ça. Alors pour toi, la musique, elle est forcément dans la réalité, dans la musique de demain, qui pourrait être une industrie pérenne. Elle ressemblerait à ce que tu as fait avec Jean-Michel Jarre et dont on va parler tout à l'heure dans le détail, où, Ouais. où on va dire la musique traditionnelle, le concert traditionnel, le festival, le disquaire a toujours sa place pour toi, ou plus que jamais? Ouais, parce qu'en fait, pour moi, il y avait une question fondamentale presque philosophique. Peut-être on va développer ça après, mais c'est vraiment comment dire, c'est une émotion, c'est une expérience. Quand on met ses écouteurs, on écoute une musique. Bon, c'est peut-être pas un vinyle bien sûr, mais on écoute dans les transports en public. En fait, on crée entre guillemets une réalité virtuelle dans sa tête. En fait, on crée un état émotionnel. On est plongé en immersion dans l'univers de la musique. En fait, pareil, même si on est posé à son canapé, on écoute un vinyle en fait, en écoutant du jazz, en sirotant un whisky par exemple, on se met dans une ambiance en fait, dans une sorte de réalité virtuelle qui est pas, quand je dis en plein mot virtuel, c'est une sorte d'immersion en fait, c'est une sorte d'état mental en fait, qui est pas lié à la technologie. Et avec la VR, en fait, on va ajouter une couche d'information plus sophistiquée, plus complexe, qui va un peu hacker le cerveau et transporter les gens ailleurs. Enfin, Et c'est une autre technologie parce que le vinyle, c'est une technologie malgré tout. c'est une technologie, mais en fait, il ne faut pas oublier l'expérience humaine, en fait, qui est juste émotionnel, que le musicien a voulu raconter une histoire, a voulu donner, véhiculer quelque chose, une émotion, une idée ou autre chose. Les spectateurs créent aussi, enfin, et dans une sorte d'ambiance selon le contexte musical qu'il écoute. Et s'il est en concert, bien sûr, il est social, il est entouré d'autres personnes. La VR peut faire ça, alors que les concerts en ligne sur Facebook ne peuvent pas le faire. Oui, oui. D'accord. Donc pour toi, la Ça répond à ta musique, en question. effet, a un côté, de par sa nature même, la musique est quelque chose de spécifique, à part de toute autre activité culturelle, en fait, pour toi. C'est ce que tu es en train de nous dire. Et la VR rajoute une couche supplémentaire. Voilà, elle aide en fait, elle soutient en fait, elle crée pas quelque chose en fait, elle aide à proposer À, une alternative en fait. à mieux percevoir ce qu'elle a, ce qu'elle attend, d'accord. Donc Et pour toi, un business model aussi en fait, en quelque sorte. je comprends, c'est assez clair. On va rentrer dans le détail justement de ces concerts dans des mondes virtuels, si tu acceptes cette terminologie-là. Non, Euh, c'est très juste, pour une fois, c'est très juste. Merci pour une fois. C'est très Non, pas pour toi, mais pour Non, la non, mais t'as média en raison. général. Non, non, mais t'as raison, c'est pas évident. Bah, t'es bon, tu as bon, continue, vas-y. Voilà, mais justement, mais en fait, je vais laisser la parole à Matt qui va nous parler de jeux vidéo et après, on va rentrer justement dans les concerts, dans les mondes virtuels. Matt? Oui, Ouais. je suis là. Ah, merci. Ouais, moi j'ai un petit jeu là qui va sortir à la rentrée, je crois que c'est octobre, il me semble, qui est relativement important, je pense, dans les jeux musicaux, qui a pas trop fait de bruit, mais
On peut peut-être se mater la bande-annonce Ouais. avec le son. Allez, on se la mate. Now let's change up the whole mix. Hey, put the mask down. We living fast now. Finest. With Rose, we can go, coast to coast. Keep watching me with Bob, still keep real and fame. That's what we're talking Ouais, retour avec Matt tout de suite, voilà. Ouais. En fait, c'est pas la bande-annonce, Ah, c'est une séquence pardon. de gameplay. C'est pas Ouais. grave. C'est une séquence de gameplay, ça donne une idée du jeu. Donc c'est. Il y a de l'ambiance en tout cas, waouh, ça déménage. Ouais, c'est hein. les gens qui avaient fait Rock Band, je crois, qui s'appelle Harmonix, et qui font un jeu de DJ. Donc on peut mélanger. Et c'est les sources des artistes. Donc c'est un peu comme Guitar Hero où on jouait sur les sources sonores des artistes, Guitar Hero et Rock Band. Et ça avait vraiment fait un carton. Oui, ce- Guitar ce Hero, jeu. c'est fabuleux, ouais. Bon, là, ça peut faire un carton. Il y avait eu DJ Hero, mais là, ça pousse les choses un peu plus loin. Parce qu'on a vraiment les sources. Par exemple, là, il y a du 50 Cent, je sais plus ce qu'il y a dans le truc. Là, j'ai reconnu un sample de Blue Oyster Cult, ou il y a du Billie Eilish, enfin, il y a un peu de tout. Après, ça va être de la difficulté pour eux de dealer tout ça. Moi, ce que je trouve bizarre dans ces jeux, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et aussi par rapport à ce Ouais. que fait Jean-Michel Jarre, c'est que l'industrie musicale, depuis 30 ans ou 40 ans, a jamais, je parle des majors, hein, n'ont jamais vraiment été sur les technologies, comme notamment, pour moi, pour ce que je connais, c'est le jeu vidéo. Mais pour moi, Guitar Hero, ça aurait dû être les majors qui auraient dû faire ça. Et pareil, ce que je comprends pas qu'ils se mettent pas sur la réalité virtuelle, qu'ils se mettent pas sur ce genre de choses. En fait, c'est juste des distributeurs, hein, c'est juste des banques. Oui, Surtout ils quand innovent certaines pas, oui, majors oui. ont plusieurs activités. On a Ouais, des voilà, tant mieux multinationales qui pour les ont, indépendants. Hein. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, surtout pour les majors qui font les deux, qui ont d'un côté une activité d'édition musicale, de l'autre une activité d'édition de jeux vidéo. Je pense à Vivendi au hasard. Comment ils ont fait pour que ces deux-là se parlent pas plus tôt, quoi. Oui, tout Oui, à ou fait. Sony même. bon, Sony, c'est oui, évident. ouais. Sony vient de dire, bon, ça fait 30 ans qu'ils en parlent, qu'enfin ils allaient tout regrouper sous une entité. Enfin, bon. Mais pour l'instant, je comprends pas qu'ils soient pas mis. Enfin, ça devrait être eux qui devraient créer ces technologies, en partie, hein, parce qu'il faut laisser de la place aux indés. Mais je comprends pas. Bon, en tout cas, là c'est des indés, c'est pas du tout Sony ni Universal. En tout cas, ça a l'air Demain, sympa. Et c'est quoi donc le principe? Tu mixes des morceaux, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu as des banques de sons, mais de titres. Bon, là, ils ont des tubes, hein, que des gros tubes. Il y a, par exemple, il y a l'ISO, hein, je crois qu'il y a un titre de l'ISO. Il y a 50 Cent, et on peut tout mélanger, en fait. Donc, Ok. je pense que ça arrive à point par rapport à la nouvelle génération de gens qui jouent, quoi, pour peut-être faire un gros truc comme avait fait Guitar Hero, quoi. Et est-ce qu'ils vendent l'accessoire table de mixage avec, comme ils ont vendu la guitare pour Guitar Hero, etc. Je sais pas exactement parce que pour l'instant, c'est encore les annonces viennent tout juste d'être faites. Ça, c'était pas mal, mais au début, c'était un gros carton. Activision Blizzard avait vendu des milliers et des milliers d'accessoires, et ça s'était un peu retourné contre eux parce que c'était une galère à gérer au niveau de la distribution, et ça avait été aussi un souci. Bon, je vais pas rentrer dans la technique. Mais bon, au niveau d'entreposer ça dans les magasins, c'était une galère. Donc les magasins ne le mettaient plus en avant parce que ça les faisait chier. Enfin bon, c'est un truc à double tranchant aussi, quoi. Voilà. Ouais. Donc, faut se méfier aussi, quoi. Non, mais je comprends. En tout cas, voilà, je pense que c'est un jeu qui peut cartonner, quoi. Voilà la bande-annonce. Ouais, je la mettais pendant ton explication. Et t'avais un autre coup de cœur aussi? Non, après, c'est pas un coup de cœur. Là, je fais un truc très très rapide. Ouais, C'est vas-y. pour dire que il y a un Kickstarter qui a démarré il y a quelques jours. Et il y a encore, je crois, 5 jours. Ouais. C'est la saison 4 de la série animée Wakfu de la société française Ankama, qui est Ouais. dans le nord de la France. Et ils ont levé en 6 jours 1 million d'euros. Voilà, c'est parce que les télés veulent pas trop. Ah, mais Se c'est un mouiller. phénomène, Wakfu, hein. C'est un Et on phénomène, sait hein. que les séries d'animation, c'est les télés qui doivent mettre la main à la pâte.
comme c'est une série atypique, mais qui marche très bien, Ouais. les télés veulent pas trop jouer le jeu. Ils ont été fous, ils ont fait un Kickstarter, ils ont levé 1 million d'euros. Alors là, C'est on pas en est, fini. ouais, on en est à 1 447 328 quand on a fait Voilà. la capture d'écran là tout à l'heure. Voilà, donc Comment ils doivent jubiler, les mecs, ça ils ont continue bien de raison. monter. Quoi. Ouais, voilà, et donc ça montre aux télés un peu. Bah, on a une Fuck bande-annonce off. si tu veux de Wakfu, on peut la mettre. Hein. Ouais, tu peux mettre la Allez, à bande-annonce, tout de s'il suite vous plaît. avec le son go. Ok, donc retour. Matt. Voilà, donc la saison 4 verra bien le jour, puisqu'ils ont levé le pognon. Et je pense que derrière, les chaînes vont suivre. Et ils vont. Voilà. Tu connaissais Steph, tu connaissais Wakfu toi? Moi, j'avais pas du tout entendu Ah parler. ouais, ouais. Alors, honnêtement, j'ai pas suivi, mais je connais évidemment de réputation. Mais attends, mais Wakfu, c'est Ankama. Ankama, c'est Dofus. Oui. Ankama, c'est Arena. C'est tellement d'autres choses, Ankama. C'est évidemment. Ankama, c'est de la BD, c'est du manga. C'est de la BD, c'est des séries télé, c'est tellement de choses. D'accord, oui, donc c'est juste énorme. D'accord. Ouais. Bon bah donc bah écoute, merci Matt, pour ce petit tour d'horizon rapide. Pascal, j'avais encore 2 questions avec toi au niveau des Discardais avant de bon. regarder les live VR concerts. Déjà la première, est-ce que tu peux nous indiquer les 3 prochains, donc 4 événements à cause du confinement pour éviter qu'il y ait trop de monde chez les disquaires, je suppose. Le Discard Oui, Day mais qui est en c'est 4 jours. exactement ça. En fait, l'idée qui a présidé à tout ça, en fait, c'est de réguler, en fait, de mettre une régulation, alors qu'il y a du sens évidemment dans cette période où il faut faire attention, bon, le nombre de gens dans un même espace, etc., etc. Mais là, c'était aussi essayer de faire un effort pour s'adapter à l'économie donc assez délicate des disquaires indépendants en ce moment. Et par extension, je dirais même des consommateurs aussi, hein, parce que acheter comme ça, quand on regarde la sélection du 20 juin, il y avait moyen de se ruiner. Hein, et je pense que certains l'ont fait, bien évidemment. Et il y aura encore moyen de se ruiner le 29 août, le 24 septembre. Alors, est-ce que le- chaque journée sera différente, aura une thématique différente? Ce ne sera pas une thématique vraiment différente. Là, on était vraiment axé sur beaucoup de productions françaises et beaucoup de labels indépendants. Ouais. Et pour les 3 autres journées, à de rares exceptions, ce sera essentiellement sur les catalogues des majors, en fait, D'accord. avec des très belles choses. Hein. Des très belles choses. Hein. Je pense aux des rééditions de Linton Kwesi Johnson en reggae, en dub. Je pense à un magnifique album de Lou Reed et de John Cale qui s'appelait Songs for Drella. Enfin, il y a beaucoup de choses très attendues, jamais sorties en vinyle et qui seront propices justement à attiser les envies. Alors, on va voir là sur quelques jaquettes ce que tu as à nous raconter. J'ai une sélection de 7 jaquettes. Je te laisse nous les commenter. Celle-ci, tu la vois? Alors, il faut que tu me dises de quoi il s'agit. Oui, alors attends, on va la mettre en plus grand. Toc. Et on va te mettre en plus petit. Voilà. Aksak Maboul. Alors, Aksak Maboul, ça c'est un groupe un peu légendaire hein,
qui fait partie de, c'est un groupe belge d'ailleurs, qui fait partie de toute la scène progressive des années fin 70, début 80, et qui sort un nouveau disque là, et qui est toujours tout aussi excitant. C'est une musique à la fois, on parlait à l'époque de rock progressif. Moi, je trouve que Matakies. oui, Ouais, voilà. j'acquiesce totalement. Ah ouais, ouais, moi aussi. Ouais, Attends. C'est énorme. c'est ça, ouais, ouais. C'est énorme. Et c'est un groupe, vous savez, en plus, où officie le patron, quelqu'un qui s'appelle Marc Hollander, hein, qui est le patron de Cram Disc, hein, qui est quand même un label indépendant belge extrêmement important, qui a fait énormément pour toutes les musiques du monde, mais de manière très innovante. Hein, voilà, et c'est une musique qui reste, je trouve que c'est Bartók qui rencontre des rythmiques progressiste un peu pour parler comme ça, c'est un disque qu'il faut voilà qui est très actuel en plus, très actuel. Seconde jaquette. En roue libre, Bob Dylan. Alors ça c'est très très amusant parce que à une certaine époque, au début des années 60, beaucoup de productions américaines ou anglaises sortaient en France avec des pochettes françaises, avec des titres français. Et c'était le cas pour ce deuxième album de Oui, Dylan, hein, qui s'appelait en américain The Freewheeling, évidemment, Freewheeling Bob Dylan. Et là, ça devient En roue libre. Alors, c'est un peu kitsch, c'est un peu bêta quelque part d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et ça, c'est collector. Hein. Cette pièce-là est C'est- collector. Mais c'est ça, mais c'est ça. Alors, Del Viosti Passi. Je prononce mal. Nasty. Alors, ça, il faut- Nasty, pardon. Ah, ça, Dynasty. c'est Dynasty. ça, c'est Pardon, Dynasty. excuse-moi. Dynasty. C'est Dynasty, Paname. oui, oui, honte à moi. Oui, oui. Matt, je vais aller me Attends. cacher. Non, mais c'est vrai que la pochette est très vintage, donc c'est normal que tu n'arrives pas tout à fait à... Bah, tu sais, à 46 ans, la passé de 3 déchiffrer. jours, ça y est, je suis bigleux. Hein. Ah bah écoute, non, mais c'est un album important parce que c'est le premier album de rap français chanté en français, rappé en français. Et quand on connaît le rôle de Dynasty, et qui était vraiment un peu le dauphin français de Afrika Bambaataa, hein, qui était lui-même un héros de la Zulu Nation, c'est un disque extrêmement important dans l'histoire du rap français et du rap mondial, j'ai envie de dire. Matt acquiesce toujours et encore. Ah bah oui, mais c'est maître. Dynasty. Il valide totalement la sélection pour le moment. Étienne Dao, surf. Alors ça, Étienne nous a fait la gentillesse d'être notre parrain pour cette édition. Voilà, il a été très généreux d'ailleurs en actions diverses, en interviews, en entretiens, etc. Et ce disque qui sort, c'est un peu, je trouve que c'est un peu la bande son du déconfinement quelque part, parce que c'est un disque qui est très frais, très très frais. C'est des reprises de Dao. Il a repris les Pet Shop Boys, il a repris les Beach Boys. Voilà, il a repris un morceau de Sinatra. Enfin, c'est quelque chose qui correspond très très bien à son périmètre artistique qui est très vaste, comme on le sait. Et c'est un album qui fait du bien. On a besoin de ce genre de disque aujourd'hui. Voilà. Photomatique. Alors, Photomatique, ça, c'est les petites découvertes. C'est un 45 tours. Ce que j'aime beaucoup dans le discardé, c'est qu'il y a comme ça voilà, des choses un peu inattendues. Et ça, c'est un petit label de Toulousain et qui s'appelle Pop Supérette. Moi, j'adore le nom de ce label, d'ailleurs, Pop Supérette. C'est un nom qui est magnifique, qu'on aurait voulu nous-mêmes avoir inventé. Et c'est un groupe de garage, voilà, toulousain, très, très, très énergétique, en fait. L'avant-dernier. Magma plus Chassol. Alors ça, ce sont des disques, des 45 tours qui sortent tous les ans pour le discardé, qui sont faits par Radio France, FIP, l'Adami, etc. Et ce sont des rencontres d'artistes de deux univers différents qui ne se connaissent pas. Et là, Chassol et Magma, enfin, c'est très intéressant parce que Magma est quand même l'un des groupes européens les plus anciens, hein, qui fête ses 50 ans cette année. Et Chassol, vous le connaissez, hein, donc électronicien laborantin de génie. Et les deux se rencontrent là, et c'est assez magnifique, quoi. C'est quelque chose de très inattendu aussi. Et le dernier, Michel Colombier, capot pointu. Voilà, mais ça, c'est très belle. La pochette est très belle. Oui, vous en voyez, termes de plus, c'est design, très- c'est fabuleux. Ouais. Voilà, la pochette est magnifique. Et là, on rentre, c'est un album, je crois, Capot Pointu, qui date de 69. Hein, et quand on sait que Michel Colombier, c'est un album très inclassable, entre chansons,
musique lounge, pop avant-garde. On y retrouve le Michel Colombier qui a bossé avec Gainsbourg hein, pour des morceaux comme Bonnie and Clyde, comme Requiem pour un con, etc. C'est lui qui a fait le fameux arrangement de l'Aigle Noir de Barbara aussi, entre autres. Hein. Oui, donc. Et là, il y a toute cette science de l'arrangement, voilà, toute cette science de la composition aussi, voilà, c'est un disque qui est magistral et qu'il faut absolument avoir aussi. C'est fantastique comment tu sais donner envie d'écouter de la musique. Oh. C'est beau. Matt, tu valides totalement cette sélection, je suppose? Oui, oui, totalement. Le Magma Chassol est très intéressant, mais en fait, ils sont très proches. Tu disais qu'ils sont très éloignés, mais je pense qu'en bossant ensemble, ils se sont rendus compte qu'ils étaient totalement. Oui, qu'ils faisaient oui, la oui. même musique, quoi. Oui, et petite anecdote d'ailleurs assez amusante que m'a raconté Stella Vander de Magma, c'est qu'ils se sont aperçus, en fait, ils ne savaient pas avant que cette session ait lieu, que Chassol et ses musiciens, chaque fois avant de rentrer en scène, écoutent un morceau de Magma, en fait, comme Ouais, une ça sorte m'étonne pas. une sorte, tu sais, de choses un petit peu spirituelles avant de rentrer en scène, presque, Petit hein, pour se rituel, mettre en ouais. condition. Un petit rituel, c'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Et donc, c'est effectivement, tu as raison de dire que cette rencontre n'est pas tout à fait un hasard, même si elle l'est en fait. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie pour cette sélection. Surtout, n'hésite pas à intervenir pendant tout le restant de l'émission, évidemment, et donner ton regard. On va enchaîner avec Pierre. Et on va parler des live VR concerts. On peut aussi appeler ça comme ça. Pierre, tu es là toujours? Toujours là, oui. Ouais, ok, merci. Donc là, tu es dans le monde de Parasite, puisqu'ils ont sorti des fonds d'écran spécial Zoom, en effet, il y a 2-3 jours. Alors, quelques rappels. Ton événement, il s'est déroulé pendant la fête de la musique. Il n'y avait pas de problème de distanciation sociale. Les flics n'ont pas eu à intervenir. C'était déjà ça. Avant qu'on regarde dans le détail justement la vidéo de présentation de ce concert, je voulais qu'on regarde une autre vidéo qui avait fait énormément de bruit. C'était Travis Scott dans Fortnite et on va comparer les deux et comprendre que le défi technologique, il n'est pas forcément là où on croit. Yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Young and flame, he in sicko mode. Nathan's here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. Way too big when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at Boost. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jeweler really selling fruits. And they joking, man, know the just wish it was a new. Sunset. Y'all in too deep, playing for keeps, don't play us for weak. Surrender retreat, y'all in too deep, playing for keeps, don't play us for weak. Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these I made off records I produce. I might take all. Voilà, quelques vues. Alors, qu'on comprenne bien, cet événement, il s'est déroulé courant, je crois, mars-avril. C'est ça? Ouais. Ouais, et il a eu un énorme retentissement puisqu'il y a eu, je crois, la première vidéo, 16 millions de spectateurs. Il y a eu 40 ou 60 millions en cumulé. Mais là, on est juste sur 10 minutes, finalement, de concert. Qu'on fout plein la gueule, hein. C'est un feu d'artifice, c'est fabuleux. Mais tout est pré-enregistré, tout est pré-calculé. En fait, il n'y a pas de temps réel. Ils ont placé leurs personnages en pixels et toutes les animations dans Fortnite. C'est comme s'ils jouaient une vidéo dans ce monde virtuel. Voilà, pareil, il y a toujours en fait le jeu des mots et aussi là, un peu la séduction du marketing. En fait, c'est pas un concert, c'est un clip vidéo. C'est ça, on est dans... Voilà, donc on n'est pas une performance en temps réel, on n'est pas une performance où le musicien, que je ne connaissais pas avant que ça sorte, il n'était pas présent en train de performer en fait. C'était un enregistrement de ses mouvements, une technologie de capture en mouvement, et fait en amont, retravaillé énormément en fait, pour avoir en fait
voilà, flow, perfection de mouvement en fait. Donc pas de problème de charge, de surcharge, de serveur, de lag, Voilà, c'est ça. pas de problème de technique ou de risque de blanc ou de manque de créativité. Il y avait Aucun risque, aucune prise de risque en fait. Ouais. C'est ça. Enfin, c'est un mensonge parce que justement, le contrat du live, en fait, le contrat d'authenticité n'a pas été respecté en fait. C'est du playback. Comme si, Voilà. en fait, on fait venir les gens. Ouais, c'est le Pas vieux de débat entre concert, le playback et on et montre sur un écran, playback et le live, quoi. C'est Voilà, ça. C'est la même chose. C'est ça. Alors, à côté, si on regarde justement ce que toi, tu es arrivé à réaliser, c'est ça. Alors, c'est un peu moins impressionnant en termes de pics, de détails sur les Visuel, avatars ouais. et visuellement. Mais là, on est dans un concert temps réel, 3 semaines de préparation. Alors, Jean-Michel qu'on voit là. voilà, c'est JN. On est avec lui. Alors, Voilà. explique-nous un petit peu le travail que ça a nécessité. Donc, on était déjà sur quel réseau pour commencer? Sur quel... On a une plateforme qui s'appelle VRChat, qui VRChat. appartient à Valve. Donc Valve, c'est une grosse société de production de jeux vidéo qui possède Steam, donc la plateforme de contenu en fait de jeux vidéo la plus importante au monde. Et N'importe qui, donc, ouais. donc ils ont créé ce réseau social VR en fait, donc des mondes 3D, où on peut avec différents utilisateurs y accéder et avec un casque VR ou sans casque VR. D'accord. Donc on pouvait, contrairement à Fortnite, être en plus en effet en VR. Techniquement, qu'est-ce que ça nécessitait pour vous pour arriver à faire ça pendant 3 semaines? 3 semaines En fait, de travail, elles sont où ces 3 semaines? Elles ont servi à quoi? C'était donc brutal et la folie. Alors en fait, c'est une commande du ministère de la Culture. D'accord. Donc, voilà, c'est le ministre Franck Riester en fait qui souhaitait trouver, comment dire, proposer quelque chose de différent aux musiciens, peut-être une autre formule. Et donc Jean-Michel Jarre en fait a créé ça. Alors l'aventure en fait a commencé à 3 semaines en fait avec un email que je reçois d'un producteur, Pikachu Tolo, qui a créé cette startup qui s'appelle VR Room, qui est spécialisée justement dans d'accueillir des événements culturels dans un monde virtuel. Donc, il va prochainement faire accueillir le contenu de la section VR du Festival de Venise. Et donc, il m'a appelé parce qu'il avait reçu un coup de fil d'un des conseillers du ministère de la Culture en disant voilà, on ne sait pas quoi faire pour le fait de la musique. Et là, Donc, t'as paniqué, quoi, parce que le ministère de la Culture qui te dit j'ai une idée mais je sais pas quoi faire, c'est juste effrayant. C'est ça, non, parce qu'on tâtonne, parce qu'il y a c'était lié aussi, il y avait des nouvelles restrictions sanitaires ou pas, en fait, donc c'est l'inconnu total. Et donc ils ont contacté le producteur, lui, qui m'a contacté, et puis moi j'ai proposé le nom de Jean-Michel, parce que j'avais son contact. Mais t'étais pas sûr à 100% qu'il allait suivre le jeu. Pas du tout en fait, et donc du coup il a... Vu son appétence pour les nouvelles technologies, en même temps il y avait peu de risques qui disent non quand même. Voilà, en fait, il faut situer, en fait, c'est plus de 50 ans de Jean-Michel Jarre, plus de 50 ans de carrière, à peu près 85 millions d'albums vendus, le premier sur énormément de choses, le premier à faire un clip vidéo en 76, le premier à faire vendre en fait la vidéo de son concert, de 70 aussi. Oui, ou Oxygène en 5 points. Premier à faire des concerts gratuits géants à travers le monde. Voilà, Ouais. le plus grand concert, 2 millions à la Défense 92, ensuite 3,5 millions à Moscou, 99 je crois. Ouais. Donc voilà, il faut situer un peu le personnage. Il avait une appétence, quoi. Il n'y avait pas de souci. Voilà, et donc du coup, l'idée c'était de faire le premier concert virtuel multijoueur VR et aussi diffusé sur les réseaux sociaux au monde, et on l'a fait en fait. Et maintenant, demain, ce soir d'ailleurs à minuit, il y a John Legend, en fait, donc on est 4 jours en avance sur John Legend, et ensuite le groupe de Ken qui est sur une autre plateforme concurrente qui s'appelle The Wave, et dans quelques jours il y aura le festival Lost Horizons avec Fatboy Slim, Krakow qui vont aussi faire des concerts virtuels dans une autre plateforme encore, et il y aura Burning Man qui va aussi proposer d'autres choses. Burning Man aussi à suivre, en effet. Tu participeras à Burning Man? Oui, alors je suis un peu... alors c'est ça, c'est intéressant en fait, alors, pardon, dans tous les sens, mais tout ça, mais Pas c'est du intéressant tout, pas du tout. dans ce débat, en fait, qui est que Burning Man propose aux artistes de collaborer, en fait, de proposer des œuvres 3D, donc là, j'aimerais participer, mais par contre, ils ont dit pas de politique, et pas trop de choses controversées. Et donc, ces mondes-là virtuels, en fait, si je fais, c'est parce qu'on est aussi affaire à d'autres enjeux, mais ces choses-là virtuelles aussi sont extrêmement désexualisées, en fait. Donc, on voit dans le concert de Travis Scott,
le monsieur en question n'a pas de téton, en fait. C'est pour donc l'avatar 3D de Travis Scott n'a pas de téton, parce que c'est ce monde désexualisé avec pas de violence. C'est effrayant. Qu'est-ce qu'ils vont se faire chier, nos enfants, putain. Pardon. Ouais. Alors moi, si on revient un peu à nos moutons. Triste quand même là. Ce que je voudrais, c'est ça. Hein, non, mais, ce que je voudrais comprendre, c'est techniquement comment ça se passe pour Voilà. ce monde virtuel. On a une Donc, caméra, il y a des capteurs de capture, il y a de la motion capture de Jean-Michel Jarre. Il est en fait en train de faire son concert dans son studio avec des ça, petites, il a des capteurs. avec il a des- des capteurs. il a la combinaison en motion capture qui retransmet, qui adapte pour son avatar en temps réel ses mouvements. Donc quand s'il se grattait l'entrejambe à gauche, en réalité, ça grattait l'entrejambe à gauche de son avatar, où ça l'ampli et tout son matériel de mixage et de musique était reproduit. Voilà, exactement. C'est cette technologie qui reproduit fidèlement, en fait, en temps réel, en direct, presque sans latence, en fait, ces mouvements. D'accord. Donc, grâce justement à la technologie de capture de mouvement qu'on peut voir dans différents films, en fait, différents films d'animation ou autres. Donc, on a utilisé une technologie qui ne marchait pas, en fait, directement à la plateforme. Donc, on a dû créer aussi, en fait, des plugins, en fait. Donc, on a dû, il y avait pas mal de verrous technologiques, en fait, pour faire marcher tout ça. On a créé cet avatar qui, en fait, lui-même, en fait, c'est pas un alter ego, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un surmoi, c'est lui-même, en fait. Voilà, comme si on avait, voilà, une comme s'il était derrière une webcam, ce serait lui-même à travers la technologie, une caméra normale et un écran. Si on avait au téléphone, bah, ce serait juste sa voix. Et là, avec la réalité virtuelle, en fait, on a sa présence, en fait, physique, et on a cette beauté, en fait, qui est on va dire, ses gestes, en fait. Et on a cette fidélité, comme je le répète, à le voir manipuler ses instruments qui sont réels. Il fait le live de manière voilà, fidèle. Comme je le Alors, répète. Et, d'accord, donc ça, on comprend les mouvements du personnage. Voilà. Ce qu'il y a derrière le personnage qui crève l'écran, ou là, les cubes qu'on voit monter et tout ça, ça correspond à ce qu'il fait dans la musique, ça provoque du visuel. En fait, voilà, donc, en fait, on est dans un monde 3D. Voilà, on peut se balader un peu partout avec un casque VR ou sans casque VR. D'accord. Comme dans une vidéo. En multijoueur, il y a différents avatars. On a en fait, une pièce, un serveur de 40 personnes, plus en fait, des centaines de serveurs de 40 personnes à chaque fois. Il faut aussi préciser ça. Il peut être que 40 personnes à la fois. Et on se trouve dans du VR 3D avec différents éléments d'animation. Et en fait, on est à l'intérieur d'une sorte de temple futuriste un peu abandonné, en fait, où on est quasiment près dans un pont d'un vaisseau, et on traverse des paysages un peu étranges, un peu abstraits. Et donc, on voit une sorte d'écran géant qui du coup, présente en fait, ces animations. Qui sont elles-mêmes en temps réel. Qui sont aussi en temps réel, qui sont jouées en temps réel. Alors ça, c'est dans ces pré-rendus. Alors, il y a deux parties, en fait. Il y a des choses qu'on peut voir en premier plan, peut-être par les images, qui sont des éléments 3D dans l'espace en temps réel. Et ce qu'on voit derrière, c'est le pré-rendu des animations, des fichiers pré-rendus qu'on a fait. D'accord. Jean-Mimi, là, lui, il voyait il y avait quelque chose autour de lui, ou il avait juste son casque sur le. Non, il avait un casque VR, il était à l'intérieur de la foule. Pareil, en fait. donc il se voyait lui-même à l'intérieur de la foule. Voilà, il voyait les autres participants, son public, il voyait aussi les images, il voyait ses mains, ses instruments, en fait. Mais il voyait pas son avatar, c'est ça. Il était dans ce monde comme les autres, en fait. Il était à la première personne, en fait. Il était lui-même. C'est son double numérique. En fait. D'accord. C'est ça important, cette notion de double numérique quand on dit avatar, en fait. C'est lui-même et il est téléporté, en fait. Il a une téléprésence dans ce monde 3D partagé. C'est comme une hallucination, en fait, partagée. Et il faut dire aussi que pour lui, le souhait qu'il avait, c'est d'être dans des lieux extraordinaires. Il a toujours joué dans des lieux incroyables, les pyramides, sur la muraille de Chine, c'était interdite, la défense et autres, en fait. Et là, on est dans un monde 3D, on peut manipuler, en fait, et créer ce monde incroyable. Et ce qui est assez étonnant avec lui, je trouve, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été. Alors, quelquefois, il y a beaucoup de gens qui le considèrent avec un peu de condescendance, Jean-Michel Jarre, oui, oxygène, musique facile, etc., etc. Mais c'est quelqu'un, quand on voit son parcours, hein, quand on sait qu'il a démarré au GRM, au groupe de recherche musicale, très proche de Pierre Schaeffer, etc., Pierre Henry, tout ça, et de voir qu'effectivement, il y a ce côté grand spectacle, et que même dans l'univers aujourd'hui, dans cette culture où on est, ce contexte quand même extrêmement spécial, qu'il arrive à garder la main là-dessus, et à être et à voilà, à faire cet événement
complètement à part, quoi. C'est quelque chose, c'est assez remarquable quand même. Non, grand respect pour lui, et c'est sûr qu'il a 72 ans avec une énergie incroyable. C'est-à-dire que il dort très peu, il m'appelait à 3 heures du matin des fois, donc on discutait, c'était extrêmement intense, et c'était fabuleux, quelqu'un de très intelligent qui m'a fait confiance, qui a fait confiance à l'équipe, et qui a pris un risque énorme en fait pour ce pari qui était technologiquement en fait très 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 difficile. Sachant en fait qu'il y a plusieurs façons d'accéder à ce concert. On avait aussi bien sûr le live dans le monde VR, mais aussi pour les réseaux sociaux, c'était une autre brique, une autre difficulté. Et après, une troisième challenge qui était le live en fait au Palais Royal. C'était donc sous les fenêtres du ministère. Ouais, il y avait un écran qui avait été installé, hein, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'était aussi une sorte de la culture. Ouais. De donner un là en fait sur les concerts futurs avec les distanciations sociales. Donc j'avais l'idée de mettre des transats en fait, pour respecter les distances. Il y avait eu du monde physiquement de présent pour regarder le concert dans le monde virtuel? Dans le monde virtuel, oui, en fait, dans le monde en VR, justement. Non, mais dans le monde réel, il y avait du monde qui était là? Sur la maximum capacité, en fait, de ce que c'est possible de faire à la cour du Palais Royal. D'accord. Donc on était 100, parce que ah oui, quand même. Par mesure de sécurité. Oui, vous avez respecté, vous faites partie des... Oui, c'était pas les rues qui respectaient pas, c'était les rues qui respectaient. Non, c'était extrêmement respecté, parce que c'était un cadre, justement, le ministère de la Culture, en fait, de montrer l'exemple, et tout ça. Alors, Stig, qui est sur le chat, elle n'a pas pu nous rejoindre, j'allais dire, physiquement, en vidéo. Elle dit que même sans l'avatar, c'était très sympa, les animations de la musique. Elle dit, il y avait dans le public un gros renard à lunettes noires avec une veste peinte d'un paysage et un collier de fleurs. Ambiance gonzo cool, rencontre de concert VR. On sent qu'elle a vécu ce concert comme un festival. Et elle ajoute qu'elle n'a pas vu Jean-Michel Jarre se gratter l'entrejambe. En plus, oui, voilà. Mais en effet, elle nous raconte là sur le chat des anecdotes qui sont des anecdotes dignes de ce qu'on pourrait raconter à un festival Solidaise ou Vieille Charrue. Alors qu'on était dans le virtuel, quoi. Voilà, et en plus de ça, on peut aussi... Alors, merci, bonjour Stig aussi, parce que je la connais. Et puis, en fait, oui, il y a ce parti social, ce côté social, en fait, qu'il faut vraiment préciser. Il y a l'avant et après, en fait, on a fait aussi des sittings arrière, on peut se poser dans le monde virtuel, en fait. Donc, comme je répète, c'est un réseau social VR en 3D. Et on a aussi mis, en fait, des drogues virtuelles, en fait. Il y avait qui permettait pendant 5 minutes en fait d'halluciner visuellement, d'avoir un filtre en fait visuel. Des drogues virtuelles. Le ministère de la Culture était au courant? Absolument, il avait l'idée de tout ça. Ils ont cautionné les drogues virtuelles. Donc, donc du coup après, c'est vrai que je l'ai mentionné, il y avait la mention d'avatar, en fait, donc chacun était dans différents avatars et s'exprimait différemment. T'appelais ça un plugin, un booster? Sous quel terme t'es arrivé à faire passer ça sans qu'ils s'en rendent compte? Il n'y avait pas de gilet jaune, on y a pensé. Non, t'as évité, d'accord. Intermittent du spectacle. Mais non, il n'y a pas eu, malheureusement peut-être, des bonhommes, mais il y avait justement des avatars abracadabrantesques et on ne voulait pas limiter parce qu'il y avait aussi on avait aussi pensé par exemple d'avoir des avatars unis en fait, et j'ai même designé les choses en fait d'avatars 3D qui sont mis à disposition et tout le monde avait à peu près la même apparence, mais du coup on a laissé tomber pour que les gens s'expriment en fait, donc ils ont des avatars un peu what the fuck, mais c'était l'idée d'être en fait. Alors oui, alors Steve confirme, elle dit que le public dans VR Chat était vraiment exotique. Elle nous dit qu'elle a essayé la pilule, on ne sait pas celle de quelle couleur, mais en revanche, elle a testé la pilule qui change les couleurs. Voilà, donc. On m'a appelé drogue virtuelle. Voilà. Ça peut aussi s'appeler comme une pilule qui change. Et elle nous confirme, alors ne rougis pas, elle nous dit j'ai senti la pierre touch. Voilà. C'est fini. Alors maintenant que ta techno elle est au point et elle est calée, tu peux nous sortir un concert en 3 jours? Non, c'est pas de la techno, hein, Jean-Michel Jarre, c'est de la musique électronique. Oui, pardon. Maintenant que ta technologie à toi elle est prête, en 3 jours, tu peux nous refaire un concert virtuel? Oui, il faut juste que je me débarrasse du Covid. Oui, c'est ça. Et que laisser un peu de temps reposer. Mais ouais, donc, et en fait, on a créé un template, en fait. Voilà, je ne sais pas comment dire en français, mais un cadre. Un modèle, un gabarit. Voilà, un gabarit pour permettre aux autres artistes, en fait, donc on est en contact avec des personnes, pour le faire, avoir une formule peut-être moins ambitieuse, mais tout ça coûte combien? Ambitieuse encore.
et de proposer cette alternative, comme je disais, en fait, ok, on peut pas faire un live en concert, c'est très compliqué pour l'instant. Un live, on va pas donner la musique gratuitement parce que c'est pas, comment dire, les musiciens sont pas des mendiants. Et que les gens, voilà, ils donnent de la valeur des fois, enfin, ils peuvent donner de la valeur, par exemple, en achetant pour 50 € voire plus, une paire de baskets. Donc voilà, la musique doit être. Il faut réhabituer on va dire le mélomane ou le public à payer, en effet. Après le confinement, il faut qu'ils reprennent le pas vers la caisse, ce qui est normal, quoi. Évidemment. C'est ça, et grâce au laver, en fait, ça permet de faire plus de choses. En fait, c'est ça, c'est très important à préciser. C'est pas là pour remplacer. C'est pas là pour supprimer, remplacer. C'est un complément. Le concert traditionnel, c'est pas là pour. Voilà. Mais ça propose autre chose, en fait. Ça propose une autre façon d'expérimenter la musique, en fait, avec des univers incroyables, avec sociabiliser à partir de chez soi. Donc, ça peut être extrêmement. On se sent plus en sécurité de manière sanitaire aussi, voilà, même je sais pas, par exemple, même d'une femme qui peut être dans un festival, être emmerdée, voilà. Ah, ça c'est très bien. Oui, donc il y avait des choses, des garde-fous qui étaient imaginés en effet dès le départ, et ça c'est très bien. Les prochains concerts que tu vas nous préparer, tu les connais? Oui, mais je parle d'en parler. Alors on va pas parler de qui? Parler de quoi? On ne va pas parler de qui? On va parler des avocats de ces personnes qui. D'accord, non mais je comprends. Et il y a beaucoup de choses sur les gens qui sont vraiment voilà. C'est vraiment assez fasciné. C'était voilà, donner une proposition en fait aux musiciens qui a une autre alternative, qu'on peut vraiment utiliser le mot virtuel à la bonne manière en fait, puisque voilà, les gens sont de plus en plus expérimentés aux jeux vidéo, même du casual gaming, même vos mères, belles-mères en fait, jouent à des jeux vidéo comme Candy Crush ou autre, savent utiliser une souris, savent utiliser des flèches, peuvent manipuler un avatar dans un monde 3D, et l'idée ensuite c'est d'allier tout ça. Et tu parlais de modèle commercial derrière ça, c'est-à-dire que ce serait un espace dans un monde virtuel donné sur une plateforme où il faudrait acheter un ticket pour rentrer en fait. Voilà, acheter un ticket pour rentrer ou proposer une donation en fait. Non. Producteur des clés devait voir ça, mais ouais, l'idée c'est de transformer, de proposer quelque chose vraiment novateur. Ouais. Matt, tu disais? Oui, ça peut être un abonnement aussi. Après, je pense que pour les gens qui ont de la VR, ça peut être intéressant. Ah oui, totalement, oui. Mais ou sans VR en fait, simplement avec un écran d'ordinateur, on peut déjà avoir la sensation d'immersion. D'accord, bah non, mais c'est très intéressant. Et on va dire, c'est comme les drive-in qui avaient réouvert quand les cinémas étaient fermés, qui précisaient qu'ils ne concurrençaient pas les cinémas. Tu précises bien, toi aussi, que cet univers, ce monde, cette techno et ce que ça permet ne remplace pas non plus un festival et que tout le monde a sa place, en fait. Absolument. Et ça sent pas les pieds. Du coup, voilà, c'est ça. C'est en plus, voilà, c'est pas dangereux. Voilà. Donc on en parle dans une tente, hache. Et voilà, ça remplace pas. Mais bon, imagine en hiver que les gens ne peuvent pas sortir, aller dans des concerts de festival, et ça peut être plus pertinent ou quand il y a une deuxième vague de confinement peut-être. Voilà. Jean-Michel Jarre parlait au début des répétitions avec des lags, des problèmes techniques. Vous en avez rencontré des tonnes en fait. C'était un enfer, c'était juste un enfer, un enfer total. Et c'était à Paris, en fait, et c'est ça où je tire sur mon chapeau, où il a pris des prises de risques énormes, en fait. Et ce projet est un miracle total, en fait. Et jusqu'à la dernière minute, en fait, ou jusqu'à la fin, en fait, on a eu un problème avec le Content ID. Donc, YouTube a mis en place un robot algorithme, en fait, qui détecte si... Oui, on connaît cette saloperie, nous aussi. Voilà, donc en fait sur le compte officiel de YouTube, on a mis en live, le live est déjà en ligne, donc mais unlisted. Déjà, on avait reçu un email, mais le monteur, le réalisateur en fait, le artiste friquet qui est bien sûr mon frère, mais qui a réalisé le live, en fait, a découvert cet email et une heure avant le live et par un sort de concours de circonstances, on est amené à contacter le patron de YouTube aux États-Unis un dimanche matin, qui a décroché son téléphone, qui a contacté l'équipe de YouTube France, qui nous a dit mais est-ce que vous réalisez qui m'a appelé quoi et donc du coup l'équipe de YouTube France nous a aidé quelques minutes avant le concert. C'était quoi le problème c'était quel souci en fait? Que Content ID disait que vous n'avez pas les droits. Problème de droit, ouais.
Ah, par rapport à la musique. Ouais, par la musique, Ouais. alors, c'était Ils n'ont pas réalisé la que c'était chaîne Jean-Michel Jarre lui-même qui officielle diffusait sa propre musique, donc forcément. sur la scène de ils ont Jean-Michel, bouleché sur le truc. la chaîne C'est de effrayant, Jean-Michel oui. Jarre, la chaîne Voilà. officielle. Donc voilà, on se rend compte de l'absurdité. Mais c'est marrant cette anecdote, c'est juste pour aller en remettre un petit peu dans la brosse-à-reluire pour Jean-Michel Jarre. Mais il a une aura et il est apprécié Absolument. en dehors de France beaucoup plus au que chez nous. Japon, Il est connu et apprécié en Chine, au Japon, aux en Chine, États-Unis, justement. incroyable. Absolument. Ouais. J'avais contacté, en fait, j'ai envoyé SMS à DJ Abrams de Oui, plein de de choses, plein de choses, oui, notamment quand le même. dernier Star Wars, pour l'inviter. Donc voilà, il a une aura exactement. Enfin, voilà, il a un succès en fait. Je crois, Non, mais c'est exceptionnel. Bah, écoute. le plus connu en fait, France à l'étranger. Non, c'est exceptionnel. Je te remercie pour ces explications et on suivra le prochain concert en live avec le casque sur la tête avec le plus grand plaisir. Parce te que perd un peu, Seb. oui, là, il y a plus Non, de problème d'accord, de connexion, ouais. mais pour On tout le te monde perd en un petit fait. peu, Sébastien. Ouais, mais c'est pour tout le monde. Steph, tu vas passer à ta chronique? Voilà, ouais, c'est un peu dommage. Bon, je vais essayer de prendre le relais en attendant. Vas-y, parce Steph, qu'on veut pas- tu passes à on ta peut pas chronique. attendre. Moi que tu reviennes tout de suite, hein, tu me le dis. Coucou. La fin de l'émission a totalement planté à cause d'un problème de connexion internet où on n'était plus en ligne, tout simplement. Donc on est désolé de cet aléa technique. Il nous a manqué les 2-3 dernières questions et la chronique de Steph. J'en profite pour présenter aussi mes excuses car j'ai tenu un propos déplacé qui a choqué à juste titre Pierre et probablement certains spectateurs. Donc l'émission que vous allez voir a été remontée sans cette partie-là. Bon visionnage à tout le monde et profitez bien. Ciao, à très vite.